L'histoire des Coupes du Monde, la géopolitique du ballon rond. Pierre Marlet. Je l'ai dit ! Italie 1990. Les Lions indomptables épatent le monde. L'Italie, qui l'avait déjà organisée une fois, il y a bien longtemps, en 1934. C'était la deuxième Coupe du Monde de l'histoire et l'Italie l'avait emportée à la grande joie de Mussolini. En 1990, la passion de foot des transalpins, elle est toujours là. Mais le monde, lui, il change à grande vitesse à l'époque, car quelques mois auparavant, un événement a bouleversé la géopolitique mondiale. Le mur de Berlin est tombé. C'est la dernière fois que la RFA, l'Allemagne de l'Ouest, participe à cette Coupe du Monde sous le nom d'Allemagne de l'Ouest. La réunification est pour bientôt. 3 autres équipes ignorent encore qu'elles en sont aussi à leur dernière participation. Il y a l'URSS qui va imploser l'année suivante, la Yougoslavie qui va connaître une longue guerre civile et disparaître elle aussi en tant qu'État, et puis la Tchécoslovaquie qui va se scinder en deux. Au plan footballistique, cette Tchécoslovaquie ne se remettra jamais de son divorce puisque depuis lors, les résultats de la Slovaquie et de la République tchèque sont restés bien plus modestes que ceux de la Tchécoslovaquie, qui a tout de même été championne d'Europe. Voilà pour le contexte géopolitique de cette Coupe du Monde de 1990 en Italie. La Belgique y participe avec quelques ambitions. Et le statut de demi-finaliste 4 ans plus tôt a aiguisé les appétits, surtout que l'équipe a fière allure. Les héros de 86, comme Gerets, Keulemans ou Schifo, ont été rejoints par Marc de Gries ou Michel Prudhomme. À Vérone, les Diables Rouges commencent d'ailleurs par 2 victoires contre la Corée du Sud et l'Uruguay. Leur défaite contre l'Espagne ne les empêche pas d'accéder en 8e de finale, où ils vont rencontrer l'Angleterre à Bologne. Le match est intense, les occasions réelles de part et d'autre, mais le score reste figé à 0-0. On se dirige droit vers les pénaltys quand à la 119e minute et quelques secondes, David Platt, d'une volée magistrale à l'entrée du rectangle, nous crucifie. C'est injuste. C'est terrible, mesdames, messieurs. C'est trop injuste aussi. Il restait 15 secondes. Mais c'est affreux, c'est horrible, ceci est injuste. C'est le plus vilain souvenir de ma carrière, ceci. Oh, Calimero. Franck Baudon ne s'en remet pas. On en est triste avec lui. En quart de finale, ces Anglais qui nous ont battus vont affronter l'équipe surprise de la compétition, le Cameroun. Oui, il symbolise l'envolée du football africain qui avait déjà pointé le bout de son nez 4 ans plus tôt avec le Maroc, premier pays africain à avoir réussi à passer le premier tour d'un mondial. Ici, les Lions indomptables, oui, c'est le surnom des Camerounais, vont épater la planète foot en battant l'Argentine. Et puis, en 8e de finale, ils éliminent la Colombie. Ils vont mener 2-1 face aux Anglais, mais ceux-ci l'emportent finalement 3-2. L'exploit camerounais annonce ceux futurs du Sénégal, du Nigeria, du Ghana ou du Maroc. En attendant, l'Italie, elle, a une nouvelle idole, un joueur qui a été sélectionné dans l'équipe nationale seulement quelques mois avant la Coupe du Monde. Oui, Toto Schillaci. Il est sicilien, mais il joue à la Juventus de Turin et il va marquer à peu près à chaque match de l'Italie, au point qu'il sera, avec 6 goals, le meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Mais par la suite, il connaîtra de nombreuses blessures et ne retrouvera jamais son niveau. Comme il le dira lui-même, d'une certaine manière, ma carrière, elle n'aura duré que 3 semaines. Mais je ne les échangerai jamais pour rien au monde. C'est mignon. L'Italie, et c'est sans doute l'événement le plus marquant de ce mondial, qui va affronter en demi-finale l'Argentine de Maradona. Oui, Maradona qui est devenu l'idole de Naples. Avec lui, le club napolitain vient de remporter le championnat d'Italie devant l'AC Milan et la Coupe d'Italie face à la Juventus de Turin. Maradona, c'est le symbole de la revanche du Sud contre le Nord. Et c'est précisément à Naples que la demi-finale Italie-Argentine va avoir lieu. Alors, dans tous les autres stades, Maradona a été copieusement sifflé par les tifosi. Mais ici, ce n'est pas pareil. Le stade soutient mollement l'équipe nationale et va carrément laisser éclater sa joie quand l'Argentine l'emporte au penalty. Diego Maradona, lui, il est aux anges. Oggi sono cittadino di Napoli perché lo hanno voluto, però io a quelli che non credono in questo, io la cittadinanza di Napoli già l'avevo il primo giorno che ho messo la maglietta numero 10 del Napoli. Alors, traduction, je suis citoyen de Naples parce qu'ils l'ont voulu. Il y en a qui n'y croient pas, mais je l'ai eu, cette citoyenneté, dès le premier jour où j'ai pris le maillot de Naples qui porte le numéro 10.
Et voilà l'Argentine en finale, comme 4 ans plus tôt, au Mexique, avec le même adversaire qu'il y a 4 ans, l'Allemagne de l'Ouest. Avec une différence, c'est que l'Argentine n'est plus au même niveau. Mais il faudra un penalty discutable accordé aux Allemands à 5 minutes de la fin pour que ceux-ci l'emportent. Auparavant, ces Allemands avaient battu, au penalty, l'Angleterre. Tout cela va inspirer ce commentaire un peu désabusé, mais tellement britannique, à l'attaquant anglais Gary Lineker. Le football est un sport simple, 22 hommes courent après un ballon pendant 90 minutes, et à la fin, ce sont les Allemands qui gagnent. Voilà. Bien plus tard, lors de l'Euro en 2021, après la victoire des Anglais sur les Allemands, Lineker écrira tout de même « Je pense qu'il est temps que la phrase « Les Allemands gagnent toujours » soit abandonnée, qu'elle repose en paix. » L'histoire des Coupes du Monde, la géopolitique du ballon rond. Un podcast RTBF La Première, à retrouver notamment sur RTBF Ovio.